Docteur Chaim Adéhan, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir ici dans votre bureau, ici à Modi'in. Vous êtes médecin de la douleur. c'est Nous ça. allons donc évoquer ce sujet, un sujet important, surtout en Israël. Et avant de savoir comment vous êtes arrivé à cette spécialisation, on va parler un peu de votre parcours, un parcours qui commence au Maroc, C'est ça. J'étais né à Casablanca, Casablanca, et de Casablanca, très vite vos parents décident de partir et se dirigent dans un vers autre pays, Montréal. vers Montréal, en Ça- Canada. Et là, au Canada, vous commencez vos études. Vous vous êtes intéressé à la médecine dès votre plus jeune âge? Oui, vraiment. Je suis rentré en médecine déjà à l'âge de 17 ans. J'ai commencé les cours à l'université Oui. et j'avais fini 4-5 ans plus tard. Et j'ai travaillé en tant que médecin de famille dans le pôle Nord avec les Esquimaux. Et après, doucement, doucement, je me suis rapproché du peuple d'Israël et de la terre d'Israël en étapes. Alors, vous commencez donc par des études de médecine. Vous êtes, comme vous nous l'avez dit, médecin de famille. Et puis, comment vous êtes arrivé? Alors, vous avez plusieurs spécialisations, on va dire, C'est plusieurs ça. spécialités. Et vous êtes arrivé à la médecine de la douleur. Avant cela, il y avait une autre spécialité qui était très C'est ça. importante à vos yeux? Je travaillais ma première spécialité, c'était la spécialité de ce qu'on appelle en France la médecine physique, Mhm. ou ici, Refuat Physikalit Veshikoum, la médecine de la réadaptation. Et au Canada, où j'étais, la majorité de l'occupation des médecins de réadaptation, c'était d'aider les gens avec des douleurs. Ouais. À l'encontre d'Israël, où c'est un peu différent. Et après ça, j'ai continué, j'ai fait une surspécialisation dans la médecine de douleur interventionnelle à l'Université catholique de Louvain. Et là-bas, j'ai appris à faire toutes sortes de procédures sur guidance fluoroscopique pour arriver proche de la moelle épinière et des racines nerveuses et mettre des médicaments C'est ou quelque chose de agir très là-bas. pointu quand même. Très pointu, oui. C'est quelque chose de très pointu. J'ai fait dans les 24 ans de parcours en tant que médecin spécialiste, j'ai fait plus que 10 000 techniques Ouais. de ce genre-là. Donc, vous vous spécialisez dans cette médecine. Et puis, alors, il faut qu'on comprenne aussi comment, donc, du Canada, en passant aussi par la Belgique, vous arrivez en fin de compte en Israël. Bon, j'ai rencontré une très jolie femme qui habitait à Bruxelles et qui était la fille du grand rabbin séfarade de Bruxelles, de la communauté là-bas. Et puis, moi, j'étais un peu loin du judaïsme. Il fallait que je trouve une bonne excuse pour être à Bruxelles, pour me rapprocher d'elle et de sa famille. Alors, j'ai choisi de faire une surspécialisation là-bas. Et je suis revenu au Canada avec femme. Mais Oui. cette femme-là, elle avait toujours comme rêve, depuis l'âge de 15 ans, elle avait déjà ses sacoches, ses valises prêtes pour venir en Israël, après avoir fait ses études secondaires ici à un Ulpena très classé, très coté, l'Ulpena du Rav Baran. Et ça lui a pris 7 ans pour me convaincre, mais elle a réussi à faire que je refuse l'offre d'un poste de chef de service à Harvard pour venir ici, C'est-à-dire que en vous aviez Israël. vraiment une carrière, on va dire, toute tracée, même qui avait bien commencé, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays, et vous avez décidé de venir en Israël. Ah, juste, au Canada, pendant mes activités là-bas, j'avais inventé 2 nouvelles techniques de douleur pour lesquelles j'avais gagné des prix américains. J'avais bâti un centre sur 1300 mètres avec 54 cliniciens. C'était un centre énorme. Les Israéliens me disent tous que j'ai dû devenir fou pour venir en Israël. À un moment, à cause des prix que j'ai gagnés pour les techniques que j'ai innovées, Harvard est venu me voir pour m'offrir d'être directeur de service là-bas. Et quand j'ai approché ma femme à propos de déménager à Boston, c'est là où elle a utilisé toute la force de son pouvoir de veto Et sans sourire. et de son sourire, bien sûr. Et elle m'a amené gentiment en Israël. Et la vérité, je suis très, très, très heureux de ce choix. Mhm. Donc vous décidez de venir vous installer en Israël, toujours dans la région de Modéine? Oui, on est venu. Ma femme est dentiste, je suis médecin, on ne savait pas où on allait travailler. On voyait cette nouvelle ville de Modène qui était un peu au milieu de tout. On s'est dit, regarde, ça nous maximise les options. Si je dois travailler à Jérusalem ou à Tel Aviv, je suis à côté de tout.
Alors c'est pour cette raison-là qu'on s'est mis à Modi. Et lorsque vous arrivez en Israël, vous avez aussi la volonté de vous installer en tant que médecin spécialiste dans la douleur? Oui, ben, ce qui s'est passé, c'est que je dois dire que pendant les premiers 3 ans que je suis arrivé ici, j'ai fait une aliyah de Boeing. Je suis venu avec 4 jolis jeunes enfants à l'âge de 40 ans. Je faisais les allers-retours parce que j'avais un grand centre au Canada et le salaire qu'on m'offrait ici me donnait dans un mois ce que je pouvais gagner dans un bon jour de travail au Canada. Mais le bon Dieu m'a donné des cadeaux et il m'a donné 4 autres garçons au fur et à mesure de mes premières années ici. Et ça me peinait trop de me séparer de mes enfants et de ma famille. À un moment, j'avais un petit d'à peine 9 mois Ouais. qui marchait à 4 pattes. Et chaque fois qu'il me trouvait, il prenait mon pantalon, il lâchait pas parce qu'il ne savait pas quand j'allais disparaître encore sur l'avion. J'ai décidé qu'il n'y avait rien qui valait ça. Et j'ai invité les directeurs du plus grand hôpital en Israël, l'hôpital Shiba, à venir voir mon centre au Canada. Et dans l'approche israélienne très bravard, ils m'ont dit Chaim, t'as aliyah, venivne lecha mashu kaze po. Viens en Israël et on va te bâtir quelque chose comme ça. C'était une expérience culturelle. J'ai passé 7 mois dans la cafétéria de l'hôpital avec mon laptop, sans personnel et sans salaire. Après ça, j'ai passé 4 ans sur un espace de 60 mètres. Et ça a pris un temps, mais on a pu bâtir un espace de 500 mètres avec une équipe de 20 personnes. Ah. Et j'ai pu aussi faire le travail de recherche le plus significatif de ma vie là-bas à Shiba. Alors justement, on va parler un peu de la méthode justement pour savoir justement ce côté, parce que c'est un côté innovateur dans cette méthode de comment soigner les douleurs, les gens qui ont des douleurs. En fait, on va parler un peu de votre méthode. Avant qu'on parle de la méthode, je voudrais que vous nous disiez en fait qui sont vos patients. Okay. Alors, en Israël, il y a un bitouille que je ne sais pas trop dire, peut-être vous pouvez m'aider, mais Tachana Acharon. C'est la dernière station. Je suis le dernier relais, la dernière station dans les trajets de patients dans le système médical quand ils ont des douleurs féroces et qui ne répondent pas au traitement conventionnel. Alors, les patients viennent me voir après qu'ils ont vu le médecin de famille, le spécialiste en douleur, les physiothérapeutes, et ils font tout un trajet. C'est des douleurs qui durent pour certains depuis des années? Pour plusieurs, depuis des décennies. Alors, par exemple, parmi mes patients sont les gens qui ont été gravement blessés. J'ai une douzaine de patients de la guerre d'indépendance d'Israël. Okay? Et j'ai environ 100 de patients qui ont été blessés à la guerre de Yom Kippour. Et c'est des gens qui vivent avec la douleur depuis toutes ces années? Par exemple, un amputé de guerre, malheureusement, sa jambe ne repousse pas. Et il reste avec ses douleurs fantômes. Il restera avec ses douleurs fantômes jusqu'à que le Mashiach il arrive. Alors mon rôle, en attendant que le Mashiach arrive, c'est d'essayer de faire que sa vie soit plus vivable. Alors justement, quelle est la méthode que en fait, vous avez mis au point, on va dire, puisque c'est vous qui avez mis à l'initiative de ça. Quelle est la méthode? Okay. Alors juste, avant de répondre ça, je veux juste dire qu'à part les amputés, tous les gens qui ont eu des traumatismes sévères, les blessés de guerre, ou les gens qui ont eu des accidents de voiture très importants, avec des blessures du système nerveux, du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs périphériques, ou aussi les gens qui ont des maladies rhumatologiques ou neurologiques sérieuses, qui ne répondent pas au traitement conventionnel, sont candidats pour venir me voir. Viens, on retourne maintenant à l'amputé de guerre, parce que ça, c'était un point de recherche pour moi ici. Il y avait plusieurs choses qu'il fallait innover. Une, c'est qu'il fallait aider à la médecine à comprendre pourquoi il existe encore une douleur après une amputation. Qu'est-ce qui reste dans le corps qui fait que la douleur persiste et pourquoi elle ne répond pas à plusieurs traitements qui sont offerts. Alors je faisais partie d'une équipe internationale
qui a aidé à mieux faire comprendre à la science d'où vient cette douleur, quelles sont les cellules dans le système nerveux qui sont responsables pour cette douleur, et à l'encontre de la conception populaire, ce n'était pas dans le cerveau. On a trouvé qu'en effet, les cellules du nerf qui a été coupé, qui se trouve près de la moelle épinière, étaient la source de cette douleur-là, et que le traitement devait être dirigé vers ça. Et j'ai innové une approche minimum invasive pour aller chercher ces cellules-là et les calmer. Le patient reste amputé, il reste aussi avec des douleurs, mais moindres. On a réussi à diminuer l'intensité et la fréquence des épisodes douloureux de plus de moitié. C'est un traitement par médicament ou par injection percutanée, aussi par traitement par radiofréquence. On a des aiguilles spéciaux qui, au bout de l'aiguille, sont comme des antennes. Et avec ces antennes, on peut émettre des ondes de radiofréquence qui peuvent calmer les cellules nerveuses, qui sont, eux, la cause de ces douleurs-là. C'est aussi relevant pour les gens qui ont des douleurs névralgiques autres. Mais l'amputé, c'était un modèle très beau à utiliser parce qu'on pouvait faire disparaître le fantôme pièce par pièce. En d'autres mots, je pouvais prendre quelqu'un qui avait un fantôme douloureux. Pour ceux qui ne comprennent pas, le fantôme, c'est quand quelqu'un a une amputation, il ressent toujours sa jambe comme si elle était là-bas. Au point où, des fois, dans les premiers jours à l'hôpital, après l'amputation, il peut se lever et essayer de marcher parce qu'il sent que sa jambe est là. Il oublie au milieu de la nuit, quand il se lève pour faire pipi, qu'il n'a pas de jambe. Parce que la jambe, il la sent comme si elle était là. Et cette jambe fantôme, qu'on appelle fantôme, elle est très douloureuse, elle fait souffrir. Pas toujours, mais il y a des journées noires où ces gens-là peuvent souffrir terriblement de ça. C'est-à-dire qu'on souffre de quelque chose qu'on n'a pas, donc c'est très difficile c'est ajouter insulte à injure. Et les blessés de la moelle épinière ont ce même phénomène-là, ils sont paralysés, ils ne sentent pas, mais ils ont des douleurs. Il y avait un excellent film français à ce sujet, Pas touchable, je vous le suggère fortement. Et on pouvait voir dans ce film la souffrance de quelqu'un qui, malgré le fait que son corps, lui, était inutile et il n'avait pas de sensation de mouvement, souffrait des douleurs très sévères. Alors, j'ai aidé, avec une équipe internationale, à élucider quel était le mécanisme de cette douleur-là. Et ceci nous a donné une direction à suivre pour le traitement et nous a mené à des succès. J'étais très, très, très content, ému même, de voir des soldats israéliens qui ont payé lourdement pour que je puisse venir ici et vivre avec ma famille et d'être capable de leur soulager une part de leur douleur. Et de Mais faire c'est une douleur qui reste quand même quelque part toujours. Malheureusement, l'amputé reste amputé. Et malgré que le fait que le Bitoach Leumi et le ministère de la Santé insistent que je revoie ces patients tous les ans pour signer qu'ils sont encore amputés, ça change rien. leur douleur aussi reste. Alors, ce que vous nous avez expliqué en préparant cette émission aussi, c'est que vous avez mis en fait que cette méthode, c'était aussi c'était le fait que c'était un collège de médecins en fait et de thérapeutes qui s'occupait de ces patients pour essayer d'amoindrir la douleur. C'est ça. Alors au Canada, j'avais rassemblé 54 cliniciens. Ici, j'ai réussi à rassembler 20. Et le défi, au Canada, c'était plus facile parce qu'il y avait déjà des psychologues et des physiothérapeutes et des Ripouille Souk, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y avait toutes sortes de professionnels paramédicaux qui étaient déjà formés dans l'approche de la douleur du soin de douleur interdisciplinaire. Quand je suis arrivé ici, malheureusement, c'était désert. Et alors c'était un travail de plusieurs années de recruter les gens qui avaient les aptitudes nécessaires et qui étaient prêts à investir le temps dans la formation, et je les ai formés. Et un peu comme un chef d'orchestre, je dois savoir quand rentrer chacun dans la musique, à quel rythme, à quelle force, et quand il faut aussi les sortir de la musique. C'est-à-dire que vous allez avoir le patient qui va être en face de vous et vous allez l'envoyer soit chez un rééducateur, soit chez un médecin, soit chez un psychologue. Dans la majorité des cas, ils vont voir et le médecin, et le psychologue, et le physiothérapeute,
et ils vont avoir un entraîneur qui va les aider à faire du sport dans l'eau ou dans le gym. On va des fois mobiliser un travailleur social parce qu'il y a des gens qui sont dans un contexte de misère et si on ne les sort pas de la misère, ils vont continuer à souffrir d'autant plus de leur douleur. C'est une solution vraiment, on va dire, générale global. global. C'est un accompagnement global. Le programme que j'ai fait à Shiba donnait 100 heures d'accompagnement aux patients. Okay? En anglais, j'ai appelé ça 100 hours well spent. Okay? Ça coûtait cher à la Coupat Cholim. Alors, ça a pris longtemps pour les convaincre de la valeur de la chose, mais je crois qu'ils ont été convaincus et c'est ça qui a fait le succès. Je voudrais qu'on parle un peu aussi du côté psychologique de la douleur, parce que c'est important. Quelle est la part psychologique dans la douleur pour des patients? Alors, regarde, il y a plusieurs réponses à ça, mais je crois qu'on va rester sur le même train de narrative. Okay? Alors, un jeune homme de 20 ans perd sa jambe en 1973 à la guerre de Yom Kippour. Il vit avec ces douleurs pendant des décennies. Et un jour, on m'appelle pour le voir à la salle d'urgence, il n'en peut plus. Okay? Et on le remplit de morphine et il n'y a rien qui marche, etc. Alors moi, dans ma formation, on m'a toujours appris de demander la question, pourquoi ce patient vient me voir avec ce problème aujourd'hui? Okay? Et plus souvent que non, quand je parlais à ces soldats blessés depuis des décennies, ce qui a motivé le mashber, comment on dit ça en français? La crise, c'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Okay? Un divorce, ou le divorce de son enfant, ou un enfant qui est tombé malade, un petit enfant qui est tombé malade. Et tout d'un coup, ce qui était vivable, difficilement, mais vivable, devient invivable. Et l'intensité de sa douleur augmente. Alors, c'est clair que quand je vois un patient comme ça, le scientifique en moi s'intéresse à savoir, okay, quelle est la cause de cette douleur, pourquoi il sent un fantôme, qu'est-ce que je peux offrir comme traitement biologique, pas biologique, mais organique, où je peux aller chercher les cellules qui font ce bruit-là et comment les calmer, etc. Mais d'un autre côté, j'ai appris au fur et à mesure des 24 ans que je travaille dans le domaine, de me demander, ok, qui est le patient derrière sa douleur? Quel était son vécu dernièrement? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi il se trouve à la salle d'urgence aujourd'hui et pas il y a 5 ans, et pas il y a 2 ans, et pas il y a 6 mois? Et quand on cherche, on trouve. Il y a presque toujours une réponse. Et alors là, je crois que le patient apprécie beaucoup que l'équipe médicale ne le soigne pas juste comme un bout de chair, mais comprend qu'il y a un homme avec un vécu ou une femme avec un vécu et qu'on doit essayer de les comprendre et de les aider et d'être à l'écoute. Parce que si on n'est pas à l'écoute, c'est le corps qui parle et le corps il crie. Et le problème, c'est que quand le corps il crie et on rentre dans la carrousel médicale israélienne et on dit j'ai mal, faites-moi quelque chose, c'est très dangereux. Parce qu'on reçoit toutes sortes de médicaments addictifs et de traitements qui peuvent être compliqués. Alors, par exemple, pour ce même amputé, j'ai souvent vu qu'il m'arrive complètement drogué sur des agents morphiniques. Aujourd'hui, les agents morphiniques qui sont prescrits par les médecins causent plus d'addiction et de mort que tous les mafias mis ensemble. Prenez la mafia japonaise, italienne, russe, mettez-les tous sur un côté de la balance et les médecins prescriveurs pèsent plus. Ça a déjà tué 200 000 personnes dans le monde occidental, les pilules contre la douleur de naturopiacée, et ça cause énormément d'addiction. Et l'addiction est aussi cause de douleur. Alors souvent, ce même amputé que je retrouve à la salle d'urgence, j'apprends en effet qu'il a été donné des opiacés à dose trop généreuse et qu'il s'avère qu'il y a eu un ajustement de médicaments qui a baissé la quantité de morphine qu'il a. Et une des raisons qu'il est en crise de douleur, c'est parce qu'il est en sevrage.
sans l'avoir su. Il ne sait pas qu'il est addict, ni son médecin, ils ne le comprennent pas. Et ils ne comprennent pas que les variations dans ces doses d'opiacés peuvent causer un sevrage qui est très très douloureux. Un autre aspect sur le côté psychologique que j'aime mentionner, c'est qu'il y a une étude sur un problème beaucoup plus banal, par exemple les douleurs lombaires, la lombalgie. Oui. Okay? Il y a eu des radiologues américains assez rusés, dont un est le petit-fils du radiologue qui était le premier à décrire le disque en radiologie. Dans les années 50, c'était Dr. Modick, on parle de changement de type Modick sur le disque en radiographie. Et bien, son petit-fils était radiologue au Texas Institute of Health, qui est un des centres les plus importants de médecine au monde, qui reçoit 200 000 visites de patients par semaine. Et là-bas, il a dit, je vais faire des résonances magnétiques du dos sur 1000 personnes. Et je vais aussi donner un tout petit questionnaire qui demande aux gens comment ça va la vie, à la maison, au travail, la chevra, les amis. Et ce qu'il a pu voir, c'est que la résonance magnétique, cette technologie avancée, magnifique, avait aucune capacité de distinguer entre les Américains qui avaient mal et ceux qui n'en avaient pas mal. Ah oui. Il y avait la même quantité de trouvailles anormales dans les résonances magnétiques de gens qui en avaient pas mal ou de gens qui avaient mal. D'un autre côté, le tout petit questionnaire qui demandait comment ça va la vie, celui-là était très prédictif de qui avait mal et qui avait pas mal et combien il avait mal. Alors, par exemple, si on regarde, qu'est-ce qui distingue la lombalgie, par exemple, on sait tout le monde a des lombalgies. Et en général, ça dure quelques jours, quelques semaines, tu le traites avec des dents, ça disparaît. Qui sont ces personnes-là qui ne guérissent pas de leur lombalgie, dans lesquelles la douleur continue? Encore une fois, si on prend les paramètres à la résonance magnétique et on prend les paramètres psychosociaux, les paramètres qui déterminent sont les paramètres psychosociaux et pas du tout la résonance magnétique qui, elle, n'a aucune capacité, même une grosse protrusion discale, ça veut souvent rien dire. Il y a un rapport, un lien très, très étroit entre la douleur et le côté psychologique. Je voudrais que pour terminer un peu que vous nous disiez quelques mots sur le cannabis, puisque le cannabis médical, puisque je suppose que ça fait partie de vos différentes méthodes que vous proposez aux patients. Où on en est en Israël dans ce domaine? Ok, alors le cannabis, en effet, c'est une extension de cet aspect de soigner l'aspect psychologique de la douleur. Parce que le cannabis est un très puissant calmant. Et les gens qui ont, par exemple, des désordres de stress post-traumatique après-guerre ou après-viol, ceci souvent contribue à des douleurs très incapacitantes qui finissent que la personne reçoit des médicaments très dangereux, opiacés. Alors le cannabis peut rentrer dans cette image et offrir une option pour calmer les douleurs qui sont beaucoup moins dangereuses que les opiacés qui, eux, sont meurtrières. Les opiacés peuvent être addictifs selon le Center of Disease Control aux États-Unis, qui, eux, ont étudié ça très approfondément, sont addictifs après juste 5 jours d'utilisation. Les médicaments anti-inflammatoires qu'on achète même sans prescription, par exemple le ibuprofène ou le Arcoxia, ces médicaments-là peuvent tuer. Ce n'est pas aussi fréquent qu'avec les opiacés, mais ce n'est pas des bonbons. Et il y a une méconception parmi les médecins qu'il faut les prendre très longtemps pour que ça tue. Mais ce n'est pas vrai. Eux aussi, dans l'intérieur de 5 jours. Quand ils vont causer un désastre, c'est dans les 5 premiers jours de traitement, ça peut être avec la première tablette. Le cannabis est une solution qui est très mal comprise, et par les médias, et par le ministère de la Santé. Alors, souvent, on voit du marketing de cannabis qui dit c'est naturel. Une chose que vous devez comprendre, c'est le cannabis que vous recevez aujourd'hui n'est pas naturel. Il n'est pas plus naturel qu'un pomelo. Il a été pas traité, mais de la même façon que les agriculteurs ont dû faire tout un processus
pour faire d'une orange un pomelo, ou de faire d'une fraise et d'une banane un kiwi. Okay? Le cannabis que vous retrouvez aujourd'hui n'a rien à faire avec le cannabis du Woodstock des années 60 ou du cannabis que nos arrière-arrière-grands-parents en Égypte, si jamais ils avaient un peu de protectia, ils avaient mal et ils arrivaient au médecin, ben, il y avait là-bas le L du cannabis, la déesse du cannabis et de la sagesse, et sûrement le traitement de la douleur de nos aïeux en Égypte comprenait du cannabis. Mais le cannabis qu'on a aujourd'hui, ça c'était du cannabis naturel. Le cannabis qu'on a aujourd'hui n'est pas naturel. Il faut, pour comprendre le cannabis, je crois que les Français adorent les chiens. Alors, demandez-vous la question, de quoi avait l'air l'arrière-arrière-grand-père de tous les chiens qu'on voit aujourd'hui? Il était petit, il était grand, il était sympa, il était méchant, on ne sait pas. Parce que au parcours de toute l'histoire humaine, et même la préhistoire, l'homme, je ne sais pas le mot en français, breed, il élève les chiens à son goût. Il y en a qui veulent des grands méchants, il y en a qui veulent des grands gentils, il y en a qui veulent des pitbulls, il y en a qui veulent des poodles. Et on a une variété presque infinie de chiens. C'est la même chose avec le cannabis. C'est la même chose avec le cannabis. Alors, il n'y a pas une chose appelée le cannabis. Il y a un bouquet de milliers de différentes choses. Et même dans une plante de cannabis, la valeur médicale qui peut être très substantielle, provient pas d'un produit chimique dans la plante. Elle provient d'un bouquet de centaines de produits chimiques qui chacun ont une interaction. Alors, imaginez un vase dans un hôtel avec des milliers de fleurs dedans à l'entrée de l'hôtel, très impressionnant. Il a dedans 500 différentes sortes de fleurs. Ceci représente la complexité du cannabis. Et quand on essaie de le simplifier et de prendre juste un des produits, les compagnies pharmaceutiques essaient de faire ça toujours pour essayer d'avoir un patent. Quand on essaie de le simplifier, on voit que ça ne marche pas. Et le professeur Meshulam, ici en Israël, qui est l'autorité mondiale dans le domaine de comprendre la chimie derrière le cannabis, nous est arrivé à démontrer que ça, c'est un des aspects spécifiques du cannabis, que ça ne marche pas avec un extrait unique d'un produit chimique. Il faut vraiment un ensemble, un bouquet pour arriver à un résultat. Et les bouquets, il n'y en a pas un, il y en a des milliers de différents. Et une petite variation dans un produit chimique parmi les 500 produits chimiques actifs peut faire que quelque chose qui pourrait en clinique avoir un résultat miraculeux n'ait aucun résultat du tout. Alors, le cannabis d'aujourd'hui n'est pas naturel. L'autre chose, c'est que le cannabis d'aujourd'hui n'est pas médical. C'est pas quelque chose... C'est en train de changer. D'accord. Mais pour le moment, c'est encore loin de quelque chose qui peut être défini comme étant consistant avec les hauts standards de la production pharmacologique. Donc, il faut faire très attention avec le cannabis aujourd'hui. Regarde, il faut faire très attention aussi avec les médicaments conventionnels. Et entre vous et moi, si vous me demandez qui fait plus de dommages aujourd'hui, il y a 200 000 morts de par les opiacés depuis 10 ans, un nouveau tous les 19 minutes aux États-Unis. Je ne vois pas ce genre de dommages venir du cannabis. Alors, il faut faire attention, mais surtout, je ne crois pas que c'est une question, je ne veux pas faire peur aux gens, je veux juste que les gens comprennent les limitations de cet art. En d'autres mots, vous allez recevoir une plante qui n'est pas un médicament et qui n'est pas particulièrement naturelle. Elle a été mutée pour arriver à un résultat désiré. Ce résultat désiré, malheureusement, dans la majorité des compagnies ici en Israël, vise beaucoup plus l'effet psychoactif que l'effet thérapeutique. D'accord. Encore aujourd'hui. Bien que tout est en évolution et tout est en train de s'améliorer. Et le ministère de la Santé, aujourd'hui, fait un grand effort d'essayer de faire que la personne qui vous dispense le cannabis a un grade professionnel plus que le fait qu'il s'est très très bien amusé au concert de Madonna. Alors, par exemple, aujourd'hui,
au lieu d'avoir un simple hippie de bonne volonté qui te sert ton cannabis refourri, ça va être maintenant un pharmacien qui reçoit un produit un peu plus standardisé. Okay? Mais d'un autre côté, ça aussi, ça a sa faiblesse. Parce que, comme le professeur Meshulam nous apprend, il y a une infinie complexité dans le cannabis. Et quand on essaye de faire passer ça par les pharmacies, obligatoirement, on est obligé de sursimplifier la recette. Donc il faut faire très attention quand même. Il faut faire attention. Et surtout, là où il faut faire particulièrement attention, c'est dans les rares cas de gens de moins de 25 ans qui ont dans la famille une histoire de psychose. Alors là, c'est vraiment très problématique. Mais si une personne n'a pas ce genre d'histoire, je crois que dans la majorité des cas, le cannabis sera moins addictif et moins problématique que la majorité des médicaments qu'il peut recevoir de la part du pharmacien. Juste pour faire un kitsour, aujourd'hui, si je regarde en rétrospect sur 24 ans de travail dans le domaine de la douleur, et je vois quelle était le trajectoire des blockbusters pharmacologiques. Okay? Nous avons 3. Oxycodone, qui a été fondé par Purdue, la famille Sackler, dont porte le nom l'école de médecine ici à Tel Aviv. Ils ont menti aux médecins et au monde. Okay? Ils ont encouragé des prescriptions d'opiacés très addictives en disant aux médecins qu'ils ne le sont pas. Ils ont été trouvés coupables et reçu plus que 654 millions de dollars d'amende. Mais ça ne les touche pas. Ils sont plus riches que les Rothschild, d'ailleurs, aujourd'hui. Ils ont vendu plus que 35 milliards de dollars d'opiacés qui ont causé plus que 200 000 morts. Alors ça, c'est le premier blockbuster. Le deuxième blockbuster, c'est le Lyrica, gabapentin, c'est tous les médicaments contre la douleur. Contre la douleur, qui a été vendu à plus de 5 milliards par an de dollars. Ce médicament, aujourd'hui, on apprend, après des décennies de prescription avec des dizaines de millions de gens qui le reçoivent quotidiennement, qu'il n'est pas moins addictif que les opiacés et que lui aussi cause des problèmes. Le troisième blockbuster, Cymbalta, duloxetine, s'est vendu aussi à plus de 5 milliards de dollars par an. Et lui, il n'est pas addictif. Il ne va pas créer un désir d'aller le chercher comme les opiacés, mais il est très difficile à arrêter. Alors là, il n'aide pas la majorité des gens, il aide une petite minorité des gens, mais les gens continuent à le prendre de toute façon, et ça c'est super, les comptables de la compagnie sont très contents. Parce que essayer d'arrêter ce médicament-là, et dans 70% des cas, vous allez avoir des effets physiques et psychologiques de sévrage très désagréables, qui fait que votre médecin va vous dire de continuer le médicament. Donc il faut vraiment faire attention avec ces médicaments et lorsqu'on a ces problèmes de douleur, réfléchir à une thérapie qui, comme vous l'avez dit, est plus générale avec différents thérapeutes, des médecins qui s'occupent de cette douleur. Absolument. Je crois qu'il faut chercher un médecin sage qui va vous aider à comprendre où vous placez dans tout ce champ de mine dangereux et essayer de vous trouver un chemin qui est moins dangereux pour poursuivre votre traitement. Merci, docteur Adéane, de nous avoir éclairé sur ce sujet de la douleur et des personnes qui souffrent. Et merci de cette interview. De rien, avec plaisir. À bientôt. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.